fonctionne. Euh, Ensuite, un élément global qui est également important, c'est que sur le plan économique, même si le projet il est très global, mais la dimension économique est tout à fait particulière, on se trouve dans une situation qui est globalement solide. On a commencé à faire du chiffre d'affaires en 2021. Les premières centrales ont été mises en service début 2021. Et donc, les premières ventes d'électricité à partir de 2021, c'était un peu symbolique. 2022, il y avait davantage de centrales et 2023, encore davantage. Et sur ces 2022 et 2023, ces deux premiers exercices où il y avait la majorité des centrales en service, on s'est rendu compte que le résultat de l'activité se traduisait par un bénéfice finalement plus important que ce qu'on avait anticipé dans les plans d'affaires initiaux. Et donc, des excédents qui ont été créés, qui ont été placés en réserve et qui donnent une bonne solidité à notre bilan, le tout avec un endettement qui reste modeste par rapport à l'ensemble des investissements qu'on a. Et donc, à partir de là, on est juste en amont d'une nouvelle phase de développement. 2024 est un peu une pause dans les constructions et mises en service. Il n'y en aura pas particulièrement. En revanche, on envisage des développements importants pour 2025 et les années suivantes, notamment, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais on en parlera à l'Assemblée générale, un appel d'offres de la ville de Paris pour une douzaine de centrales, dont on attend les réponses au mois de juin. D'autres projets qui sont à l'étude, que ce soit spécifiquement énergétif ou les deux et presque trois collectifs qui sont associés, le collectif solaire des Boucles de Seine, ESSIS et En Rêve, qui sont trois collectifs hors de Paris, mais qui se sont rapprochés d'Énergétique. Donc, on est à ce moment où on vient de passer une étape et on se prépare à engager une nouvelle étape. Alors, ensuite, si tu veux bien passer, hop, là on peut passer très très vite, hein, c'est juste à titre d'illustration, voilà quelques-unes des réalisations, certains les ont déjà vues, d'autres non, c'est juste un peu d'illustration, mais là on peut passer très rapidement sur voilà, trois exemples de centrales parmi les 16. Et donc, sans trop rentrer dans le détail à ce stade, les deux propositions qu'on fait à l'Assemblée générale et ça a semblé important que ce soit l'ensemble de l'Assemblée générale qui prenne une position et une décision par rapport à ces deux sujets. Celui de la prime d'émission, je ne rentre pas dans les détails parce que Marine va vous le présenter de façon plus large et plus précise, mais qui prend en compte le fait de cette situation positive sur le plan économique et sur lequel on se dit il y a quelque chose à acter par rapport aux personnes qui ont fait confiance dans le groupe Énergétique, qui participent depuis le début, puis que sont tous les actionnaires de la SAS coopérative. Et le tout, bien sûr, en préparation des développements à venir. Et quant au deuxième sujet, celui de la lutte contre la précarité, qui était, vous vous rappelez, une des orientations que nous avions prises à la précédente Assemblée générale, il y a presque un an, de se dire, étant donné notre réalité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire et le projet d'énergie citoyenne dans lequel on se situe, les questions de solidarité, elles font naturellement partie des sujets qui doivent être les nôtres. Et on s'était dit il y a un an, travaillons sur cette question, sur la façon dont on pourrait s'engager d'une façon ou d'une autre dans cette lutte contre la précarité énergétique. C'est ce qu'on va évoquer tout à l'heure.
Voilà, en rester là pour ce premier cadrage général et pour qu'on puisse ensuite, maintenant, rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur le premier des deux thèmes. Marine, à toi de jouer. Bonjour à tous. Je m'appelle Marine Imbert. J'ai rejoint le projet Énercitif exactement il y a un an et je travaille dans les groupes de travail finance et sensibilisation. Je suis sûre que vous avez toujours rêvé de savoir tout sur la prime d'émission. Bien, je vais essayer en tout cas de vous dire tout ce que je sais dessus alors, c'est tout simple. Hop là, qu'est-ce qui se passe sur mon écran? Un truc bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prime d'émission? En fait, c'est effectivement un bonus ou une revalorisation de l'action de l'entreprise. En fait, donc on a les actions à leur valeur nominale qui sont chez Énercitif à 10 euros euh, par action. Et on va proposer à l'AG de revaloriser cette action pour la mettre à 10,50. Donc, la prime d'émission, c'est ces 50 centimes de bonus qui viennent s'ajouter à la valeur nominale. Euh, donc, les nouvelles actions qui seront acquises après l'AG, après l'approbation de l'AG, eh bien, seront acquises au prix de 10,50. Et les anciennes actions qui avaient été précédemment achetées à 10 euros, eh bien, si les actionnaires souhaitent se retirer du capital Énercitif, on leur remboursera avec cette nouvelle valeur. Donc, pour eux, c'est un bonus, un bénéfice euh, fait sur leur investissement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui cette prime d'émission, de proposer cette prime d'émission? Eh bien, je crois que Patrick le disait, c'est parce que on prévoit donc de faire une grosse levée de fonds significative, notamment pour le projet Énergiculteur. Et pour cette levée de fonds, en fait, et pour tous les autres projets qu'on va mettre en œuvre, eh bien, on aura besoin effectivement de nouveaux actionnaires qui vont rentrer dans le capital. Donc, en fait, la prime d'émission là va inciter, elle matérialise effectivement une prise de valeur de l'entreprise. L'entreprise ne vaut plus 10 euros par action, mais elle vaut finalement 10,50 €. Donc, elle matérialise vraiment cette prise de valeur de l'entreprise. Elle permet d'inciter à un investissement à long terme chez Énercitif. Plus on reste longtemps chez Énercitif, plus on pourrait gagner d'argent parce que aujourd'hui on fait notre première prime d'émission, mais vous allez voir, je vais vous l'expliquer. En fait, il y aura d'autres primes d'émission ou d'autres façons de récompenser en fait l'investissement des actionnaires qui pourrait aussi se faire sous forme de dividendes. Alors pourquoi est-ce que là on a décidé de ne pas verser des dividendes et de plutôt opter pour la prime d'émission? Eh bien, principalement parce que la prime d'émission, en fait, les capitaux, les nouveaux actionnaires et même les anciens actionnaires, cette revalorisation, elle reste dans le capital de l'entreprise. Elle n'est pas, contrairement aux dividendes, versée tout de suite aux actionnaires. Donc, la prime d'émission, elle va être en fait capitalisée sous une ligne particulière du capital des fonds propres de l'entreprise, dans le bilan de l'entreprise. Et en fait, c'est une réserve destinée aux actionnaires. Donc, on garde cet argent et avec cet argent, potentiellement, on peut faire des développements et investir dans l'entreprise.
Donc, on pensait que c'était quelque chose de beaucoup mieux pour le moment de la vie d'Enercitif d'opter pour cette prime d'émission plutôt que des dividendes. Voilà. J'espère que c'est clair. On peut passer à la slide d'après. Voilà. Voilà. Alors, Patrick l'a évoqué, la société va bien, elle est en pleine forme, ses fonds propres sont solides, donc le capital social est au 31/12 de l'année passée, il était de 181 400 €, donc décomposé en 18 140 actions à 10 €. On a, depuis 2021, donc, réintégré les bénéfices dégagés chaque année sous forme de réserve. Là, les 8 000 €, en fait, c'est 5% de réserve légale qu'on est obligé d'affecter à nos fonds propres et 20% de réserve statutaire. Ça, toute entreprise doit le faire, plus les reports à nouveau accumulés dans les années précédentes. Donc, ça, c'est 2020, les 25 000, c'est 2021 et 2022. Et là, je vous donne la primeur d'une information très importante. Les résultats de 2023 ont dégagé un bénéfice de 25 052 €. Donc, ces résultats, eh bien, on va à nouveau les intégrer dans nos fonds propres. Et ces résultats de 2023, je voulais juste vous dire, parce que ça n'a pas été évoqué par Patrick, en fait, l'année 2023, elle n'est pas pleine au niveau production d'électricité, puisque en 2023, fin 2023, donc pendant l'automne, on a fini d'installer les 2 dernières centrales. Donc vraiment, ce sera l'année 2024 qui verra toutes les 16 centrales fonctionner et générer de l'électricité, donc du chiffre d'affaires pour Énercitif. Donc, c'est des chiffres qui sont effectivement solides et constants. En fait, c'est des investissements c'est revenus d'exploitation, le chiffre d'affaires généré par ces 16 toitures aujourd'hui sont constants et vont générer du chiffre d'affaires pendant les 20 prochaines années. Donc, un résultat plus ou moins égal, donc toujours très bénéficiaire. Donc voilà. Donc la situation aujourd'hui est belle, la situation future continue le sera aussi. Voilà, donc on est très confortable et à l'aise à proposer cette revalorisation de l'action. Alors, pourquoi 0,5, pourquoi 50 centimes par action? Eh bien, parce qu'on considère que c'est déjà un montant significatif, donc ça représente 5% de la valeur initiale de l'action. Alors, on aurait pu, au vu des réserves, distribuer davantage, proposer plus de primes d'émission, mais il faut se souvenir que, comme on a le statut d'entreprise d'économie sociale et solidaire, on se doit d'affecter à nos fonds propres 50% de nos résultats. Donc aujourd'hui, dans les réserves, je vous le disais tout à l'heure, il y a 5% de réserve légale, 20% de réserve statutaire, donc ça fait 25. Donc une partie du report à nouveau qui est des 25 et du résultat de cette année, eh bien, doivent être aussi restés dans le capital social du fait de notre statut d'entreprise sociale et solidaire. Donc, on ne peut pas tout distribuer. D'autre part, on ne voulait pas tout distribuer en une fois parce qu'on voudrait pouvoir offrir de façon régulière des nouvelles primes d'émission pour continuer de convaincre nos actionnaires actuels de rester dans le capital Énercitif
et convaincre les prochains d'investir dans l'entreprise. Donc, je continue. Une opération. Alors, oui, donc comme je vous disais, cette opération, cette prime d'émission, on pourrait évidemment en faire une autre dans les années qui viennent. Et très probablement, c'est comme ça qu'on le fera. On peut éventuellement aussi décider de distribuer des dividendes. On prendra la décision le moment venu, mais toujours est-il que quand on investit chez Enercitif, on sait que son action prend de la valeur, et c'est bon à savoir. Voilà. Donc, en résumé, la prime d'émission, c'est un signe que l'entreprise va bien. C'est un signe donné à la fois à l'extérieur, parce que les banques, en fait, aiment beaucoup qu'on consolide, en fait, les fonds propres. Cette prime d'émission, en fait, ça va créer, je le disais tout à l'heure, une réserve spécifique prime d'émission à laquelle on ne peut pas toucher. Donc, ça consolide vraiment le haut de bilan et donc ça va nous aider à emprunter et donc à développer l'activité. Et d'autre part, ça envoie un signe positif aux actionnaire pour rester dans le capital et au prochain pour investir. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je Voilà, crois qu'il y a donc des on questions va sur le passer, chat. merci Marine, on va passer à la session de questions-réponses maintenant. Il y a une première remarque de Eric qui a mis sur le chat que arithmétiquement, 18 140 actions par 0,5, ça représente 9 070 euros, ce qui est vrai. Alors, en fait, on ne peut pas parler vraiment de prime d'émission cette année. C'est effectivement le calcul arithmétique de la revalorisation qu'on peut faire, mais il faut bien comprendre que les primes d'émission sont enregistrées aussi au fur et à mesure des nouvelles entrées, hein, et que donc il y aura un compte qui s'appelle prime d'émission qui va comptabiliser au fur et à mesure des nouvelles souscriptions, ce que sera cette prime qui rentre en plus dans le capital. Et les 9 000 euros dont Eric parle, c'est la valeur si tous les actionnaires revendaient aujourd'hui de ce qu'il faudrait débourser. Hein. Mais en fait, cette valeur-là n'est pas vraiment comptabilisée, puisque tant qu'il n'y a pas de revente, il n'y a pas de comptabilisation. Donc, il n'y a pas d'achat aussi de nouvelles actions. Effectivement, il n'y a pas de comptabilisation de cette prime d'émission, cette réserve, cette nouvelle réserve. C'est vraiment quand un nouvel investisseur va investir dans 100 actions. Donc, les 50 euros supplémentaires eh bien, seront mis dans cette réserve. C'est juste au moment de... Voilà. Et les autres, le reste du capital ira dans le capital social, dans la ligne capital social, et sera valorisé à 10 euros. Voilà. Voilà. Alors, place aux questions. Qui veut poursuivre après Eric? C'est super clair. Une deuxième question? Moi, je veux bien reprendre ma propre suite. De manière très opérationnelle, ça veut dire il y aura une sorte de traçabilité des actions en fonction de leur date de souscription et donc de la revalorisation potentielle de l'action avec une prime d'émission. Oui, c'est ça. En fait, dans le registre des souscriptions, il y aura des personnes anciennement actionnaires dont la part va être complétée par cette valeur de 0,5. D'accord. Et puis les nouveaux entrants auront directement une part qui vaut 10,5. Alors, une autre question dans le chat. Alors, que je la retrouve. Est-il prévu une possibilité de racheter de nouvelles actions
à 10,5 euros. Bien sûr, dès que la décision sera entérinée par l'AG, on pourra réouvrir les souscriptions qui sont fermées aujourd'hui jusqu'au 1er juillet. Et donc, à partir du 1er juillet, tout un chacun pourra racheter des actions au nouveau prix de 10,5. Merci pour cette question. Rodrigue, d'autres questions? Oui, bonsoir Thibault. Moi, je voulais savoir, il n'y a jamais eu de versement de dividendes à ce jour Non, au sein d'Enercity. non, il n'y a pas eu de versement de dividendes. Et comme l'a expliqué Marine, aujourd'hui, avec les projets que nous avons en développement, on pense qu'il est nécessaire de privilégier finalement, de maintenir les réserves dans nos fonds propres et de les garder pour faciliter le financement des projets nouveaux. Et justement, donc dans les projets nouveaux, je sais qu'on avait des projections assez intéressantes de rentabilité je crois qu'il avait été évoqué du 5 ou 6% par an. Donc si cette rentabilité-là sur les projets futurs se confirmerait, ça voudrait dire potentiellement un versement de 50 centimes ou 60 centimes de dividendes par action. C'est bien ça? Tous les ans? Alors, d'une part, il y a jamais d'automatisation entre le résultat du projet et ce qu'on fait de ce résultat. On peut tout à fait, et c'est l'objet de chaque assemblée générale, décider de façon variable de ce qu'on va faire de ce résultat. Il peut y avoir une affectation en réserve, il peut y avoir des distributions de dividendes ou, tout simplement une réaffectation. Oui, et Merci. puis ce ne sera pas forcément sous forme de dividende, ça peut être à nouveau sous la forme de cette prime d'émission qui permet en fait de garder cette revalorisation dans le haut de bilan, de ne pas distribuer en fait la richesse sous forme de dividende. On préfère, je pense pour nous, pour le moment, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour le projet. Vous pouvez vous attendre effectivement à avoir d'autres primes d'émission à l'avenir du même genre. Alors, Je crois que Michel lève la main. question dans le chat de Jacques qui dit elles seront toutes à 10,50 € en cas de revente, bien sûr. Et donc, celles qui sont acquises dans la première vague ou dans la seconde vague auront la même valeur le jour de la revente. Ça, c'est tout à fait exact. Michel a levé la main. Oui, bonsoir, excusez-moi, c'est vrai que j'ai levé la main parce que je suis presque un peu surpris, mais je connais pas assez le milieu. Bon, moi, je viens de CNRS, alors CNRS, c'est la gratuité totale, on travaille toute une vie pour les autres. Je suis un petit peu surpris et je connais pas suffisamment les règles des entreprises sociales et solidaires. Et quelque part, je veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais heureusement qu'on n'a pas parlé de dividendes. Heureusement qu'on n'a pas parlé de dividendes. Mais je crains, moi, vu de ma fenêtre à moi, que là, on est dans une entreprise, un groupement économique quand même, et par le biais des assurances qu'on doit avoir auprès de banques, par exemple, comme l'a très bien dit Marine, bah, montrer que on fait attention à nos sous, c'est bien, d'accord, mais c'est comme ça que on diverge. Et si vous m'avez dit, si on avait dit, ben voilà, la totalité des bénéfices part sur ce qu'on peut mettre pour la précarité énergétique, dont on parlera après, j'ai compris, quelque part, j'aurais eu une réaction différente. Voilà. Alors, je ne veux pas mettre le feu aux poudres. Moi, je suis avec vous et je suis un nouveau. Euh, mais je reste un peu surpris. Et je reste un peu surpris pour vous dire une autre chose, c'est que je suis partiel, enfin pas partiellement,
je suis engagé sur une entreprise qui ressemble à la nôtre ici, en Vendée, et avec des gens tout à fait différents, bien plus spirituels, bien plus charitables encore, et dans leur chiffre de départ, il y a la ligne dividende. Et ça me coince un peu à la gorge, ça me coince un peu à la gorge. Donc il y a des gens qui devraient être encore plus dans le mouvement, qui nous appellent comme actuellement, hein, du côté de ce que la planète va devenir. Et la planète, c'est pas la planète, hein, c'est des individus qui crèvent tous les jours. Hein. Bon, donc je connais pire que cette situation dont on vient de parler. Hein, et j'ai dit pire, donc c'est pas très gentil non plus, quoi. Alors, Merci Michel. point C'est à la fois un de- témoignage, mais est-ce que tu as une question particulière? Tu voudrais qu'on peut-être précise notre point La de vue question, là-dessus? peut-être que je pose ma question trop tôt et qu'en fonction de ce que la deuxième partie du travail de ce soir va donner, je serai nettement plus rassuré. Euh, mais je dis jusqu'où ça va, jusqu'où on va accepter d'aller dans l'épreuve de gentillesse à donner aux banques, par exemple. Voilà. Et jusqu'où, voilà. Alors, Alors, moi, Patrick a levé la je main veux pour un bien. complément de Et réponse. Oui, oui, surtout, ne prenez pas Patrick va te mon propos répondre, à la Michel. lettre. Hein. Hein, je suis avec vous, c'est clair. Hein, voilà. Bon, Oui, oui. n'en Alors, faites pas pour moi quand même. peut-être un élément quand même global de compréhension, et je comprends, enfin, et je crois que nous comprenons tout à fait le questionnement qui est complètement légitime, parce que globalement, oui, notre finalité, elle est bien celle de l'intérêt général. Je parlais de l'intérêt général du CNRS tout à l'heure. On se situe en tant qu'entreprise de l'ESS complètement dans cette logique de l'intérêt général. C'est ça la raison d'être de l'entreprise. Cela étant, de façon très concrète, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui aux personnes qui viennent investir dans un projet comme celui d'Enercity? Mettez vos sous pour rendre possible la construction de centrales, et, si possible, mettez-les de façon durable. On est sur des projets de 20 ans. Dans l'idéal, mettez vos sous pour 20 ans. Pendant 20 ans, il va se passer beaucoup d'inflation. Pour les premiers qui ont mis leurs sous en 2018, ça fait 6 ans, il y a déjà eu pas mal d'inflation. Et on se dit que, est-ce que aussi, vu sous un autre angle, c'est vraiment juste et puis c'est vraiment durable de demander de bloquer son argent pendant des périodes aussi longues en subissant l'effet de l'inflation. Là, c'est même pas, aujourd'hui, on n'est même pas à la hauteur de l'inflation avec 5%. Hein, l'inflation qui a eu lieu depuis 2018. Mais là, au moins, on se dit, il y a un petit quelque chose qui vient compenser le fait que les gens participent et qu'ils ne perdent pas toutes leurs économies. Enfin, toutes leurs économies. Leurs économies ne sont pas grignotées. Au bout de 20 ans, il resterait quasiment plus rien. Donc, voilà, il y a cet élément-là qui est important, qui est un premier point. Et puis, un deuxième élément, c'est justement de se dire quand même comment est-ce qu'on arbitre entre les différentes possibilités d'utiliser les excédents qui ont été produits par l'activité. On aurait pu, Marine l'a dit, faire une prime d'émission beaucoup plus importante. On aurait pu faire une prime d'émission qui serait le triple de celle-là. Ce qui est proposé à l'Assemblée générale, là, c'est de dire, il y en a une partie pour les actionnaires pour tenir compte de cet effet duré. Il y en a une grosse partie qui reste dans l'entreprise parce que, d'une part, il y a des projets de développement et c'est ça qui est la raison d'être, c'est le développement, donc les projets futurs. Il y a une partie aussi un peu de sécurité. On n'est pas, aujourd'hui tout va bien, mais ça fait que 3 ans qu'on est en activité et on n'est jamais à l'abri d'un accident, d'une catastrophe quelconque ici ou là. Et si ça arrive, eh ben, on sera bien content d'avoir un petit matelas de sécurité quelque part pour éviter de mettre la clé sous la porte. Et puis, à un autre niveau, de se dire, ben, il y a aussi la porte de la solidarité, et ça, ce sera le sujet suivant. Donc, voilà, se dire, l'argent que l'activité a produit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, et ce n'est pas du tout tout pour les actionnaires.
c'est réparti entre plusieurs solutions qui sont complémentaires les unes des autres. Un commentaire de Jacques qui dit « À la base du projet, il y a eu des engagements vis-à-vis des actionnaires. C'est-à-dire, en fait, on a effectivement, au moment de lancer la souscription, indiqué des objectifs d'Enercitif et une valeur, on va dire, particulière qui est de ne pas rentrer dans la lucrativité à tout prix. Mais néanmoins, on a dit qu'on pouvait espérer de distribuer des dividendes ou qu'il y ait des rémunérations de cet argent placé à hauteur du livret A, hein, rappelez-vous. Et ceci dit, sans engagement, hein, parce que tout dépend de la décision de chaque assemblée générale, comme on disait tout à l'heure, et c'est elle qui est souveraine pour décider ce qu'on fait des bénéfices. Voilà, donc pour répondre à la question de Jacques. Qui veut se lancer pour une autre question? Serge, tu avais une question, j'avais cru comprendre. Oui, mais elle est peut-être pas très gentille, alors Bon, on n'est pas là pour avoir des questions gentilles. attends, il faut que je la retrouve. Euh, voilà. Donc la prime d'émission, bah, c'est bien, là, je suis d'accord avec vous, hein. Je demandais, je me posais la question, quelle est la sécurité qui est mise en place pour garantir que la totalité des actions pourra bien être remboursée d'ici 20 ans? Est-ce qu'il y a une Alors, solution comptable qui permet de dire, ben voilà, dans 20 ans, on aura bien le montant du capital finalement alors en il disponibilité, quoi. y a deux éléments de réponse. La première qui est un peu brutale, c'est de dire aucune entreprise ne peut garantir ça sur les 20 ans à venir, car l'avenir est fait de choses aussi bien imprévisibles que difficiles à résoudre. Donc, on ne peut absolument pas s'engager à cela et il n'y a pas d'assurance tout risque. L'entreprise zéro risque n'existe pas. Par contre, en faisant une bonne gestion à la fois prudente et responsable, on peut, à chaque étape du développement de la société, prendre des décisions qui sont risquées ou pas risquées. Donc, en se mettant dans le sens de cette responsabilité prudente, on peut, on va dire, envisager un futur comme tu le souhaites, où tout le monde sera remboursé. Mais voilà, c'est l'intelligence collective et le fait que les décisions sont prises euh, comme dans la coopérative qu'on a souhaité à gouvernance partagée, que les décisions soient prises de façon collective et avec l'intelligence de gérer le risque. Je n'ai aucun doute sur notre intelligence, donc tout va bien. D'autres questions? Soyez pas timide, hein, c'est le moment Oui, de... Maya, j'espère que vous allez m'entendre. oui, on t'entend très bien. Ma question, c'était, je suis arrivée en cours, alors j'ai peut-être pas entendu la présentation de Marine en entier, mais comment a été calculé les 5%, comment vous êtes arrivé à ce montant? Marine, tu veux Oui. repositionner le choix qu'on a fait? Oui. Alors, on a regardé les réserves, c'est-à-dire le report à nouveau, les bénéfices précédents des années précédentes et ceux de cette année, combien ça représentait en valeur,
Ensuite, on sait qu'il faut en plus garder en réserve quelque chose qui n'est pas matérialisé dans le bilan en tant que tel, mais c'est 25% de réserves supplémentaires dues à notre statut d'économie sociale et solidaire, qui fait qu'on ne peut pas distribuer plus de 50% de nos résultats. Donc, comme le disait Patrick tout à l'heure, en fait, on aurait eu la possibilité d'offrir une prime d'émission 3 fois supérieure c'est-à-dire à 1,50 € au lieu de 50 centimes. Mais si on distribue tout d'un coup, en fait, un, c'est peut-être pas très prudent, et deux, ça nous empêche de reproposer une prime d'émission les années suivantes, où ça va nous limiter. Donc on pense que, en fait, récompenser comme ça la fidélité de nos actionnaires et encourager d'autres actionnaires à venir dans le capital d'Enercitif, un peu tous les ans ou un peu tous les 2 ans en émettant des primes. Donc, c'est mieux que de tout donner d'un coup et de ne plus rien avoir à donner par la suite. Merci Marine. Merci Marie. D'autres questions? On dirait que c'est clair pour tout le monde et que votre curiosité a été étanchée. Passons à l'autre sujet. Alors, on va passer à l'autre sujet. Je vais repartager mon écran. Voilà, vous voyez? Très bien. Alors, le deuxième sujet, nous voulons engager la discussion et proposer un vote à l'Assemblée générale sur le soutien que l'on pourrait apporter à la lutte contre la précarité énergétique. Ça fait une bonne année qu'on s'est posé la question, en fait, de se dire, ben, si on veut entrer dans une transition énergétique juste et solidaire, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu plus à faire que simplement produire de l'énergie verte et prêcher pour une bonne consommation et la sobriété qui va avec. Et voilà, c'est quelque chose qui nous a un petit peu chatouillé depuis un moment, qui fait tout à fait partie des valeurs de solidarité de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il était temps pour nous de réfléchir, et c'est ce qu'on a dit lors de l'AG 2023, d'explorer des pistes d'action dans ce domaine. Voilà, du coup, on a mis aussi donc la question à l'ordre du jour du conseil d'administration et une question, et on s'est assez vite posé la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur ce sujet? Est-ce qu'on est capable de mener des actions directes sur ce thème avec une approche des foyers qui seraient en situation de précarité, par exemple, ou est-ce qu'on veut privilégier un partenariat avec un acteur spécialisé qui est déjà expert sur le sujet, qui a déjà des moyens d'action possibles pour justement toucher ce public de foyers précaires. Donc, on a exploré ces possibilités et on est trouvé justement dans le champ de l'énergie citoyenne un acteur reconnu. Il s'agit d'Énergie Solidaire qui est justement représenté par Lucie Mendès qui prendra la parole juste après moi. Et on s'est dit, ben, finalement, ils ont l'habitude de faire ça, ils se sont
il y a un fonds de dotation qui va être présenté tout à l'heure, qui soutient des projets de lutte avec toute une organisation pour choisir ces projets. Et finalement, cette option nous paraît être la meilleure. Donc, Lucie présentera tout à l'heure la façon de le faire, mais le combien et la proposition que l'on veut soumettre, c'est de verser 1% du chiffre d'affaires à Énergie Solidaire. C'est donc un don qui serait fait à eux. C'est quelque chose qui s'est pratiqué dans Midi-Pyrénées et par exemple Enercop verse déjà ce 1% du chiffre d'affaires chaque année. Dans la résolution qu'on va proposer, on va déjà demander d'accepter de verser 1% cette année, mais le principe est de généraliser, on va dire, le principe que chaque année, on renouvellera finalement ce don. On ne s'engage pas pour toutes les années à venir. Hein. Dans une assemblée générale, on ne peut pas trop faire ça, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'est cette chose-là qui va être proposée à l'assemblée générale. Et ce qu'on souhaiterait faire également, c'est étendre la démarche au-delà de notre propre collectif et essayer de contaminer ou de généraliser cette démarche dans le réseau énergie partagée. Et on va s'efforcer de le faire. On mettra ça aussi dans nos objectifs de l'année prochaine, de généraliser ou d'essayer de convaincre d'autres collectifs de faire pareil. Je te laisse la parole, Lucie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à partager, mais en tout cas, j'arrête mon partage et je te laisse faire le tien. Merci beaucoup, Gilles. Oui, j'ai quelque chose à partager. Je vais essayer de faire vite, mais tout en vous fournissant le plus d'informations possible. Vous me dites si vous voyez bien déjà. Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Parfait. Alors, bon, énergie solidaire et la lutte contre la précarité énergétique. Bon, comme c'est un sujet que vous aviez apparemment décidé d'investiguer et d'investir et de soutenir dès l'année dernière, je pense que vous connaissez un petit peu le sujet, mais vous rappelez en tout cas deux, trois notions importantes. Le fait que c'est un phénomène qui est croissant, malheureusement, puisque les prix de l'énergie augmentent, les conséquences du dérèglement climatique s'accélèrent et la rénovation des logements ne va pas assez vite. Donc forcément, on est face à un phénomène qui est croissant et qui touche aujourd'hui un Français sur 5. Donc, il y a tout un tas d'indicateurs qui permettent de dire qu'on est en précarité énergétique. Le fait de dépenser plus de 8% de ses dépenses dans l'énergie, le fait d'avoir la sensation de froid dans son logement. Et aujourd'hui, on cherche à pousser avec d'autres structures pour considérer aussi la précarité estivale, le confort d'été, comme un sujet puisque dans les régions sud, mais aussi dans les villes comme Paris où les canicules sont récurrentes, on est face à une problématique de confort d'été qui mérite d'être soldée. Vous donnez aussi une petite actualité parce que c'est la première fois qu'au niveau européen, on a eu une directive qui a été adoptée, donc qui doit être transposée dans tous les États membres et qui signifie qu'on va avoir une définition européenne de la précarité énergétique qu'on doit transposer en droit national et donc qui pourrait changer un petit peu la donne et notamment intégrer cette question de la précarité estivale. Donc, on suit ça de près aussi. Et puis, rappeler que c'est un phénomène qui n'est pas seulement financier finalement, puisque la plupart du temps, on pense que c'est une difficulté à payer ses factures, mais c'est bien un phénomène qui est multidimensionnel, qui a des conséquences sociales, sanitaires, environnementales majeures, et donc on tient à le rappeler aussi. Et qui forcément intéresse de plus en plus les collectivités dans un contexte de frein majeur à la décarbonation de nos sociétés et donc à l'atteinte de nos objectifs nationaux, régionaux, etc. Alors, donc nous, en tant que fonds de dotation, qu'est-ce qu'on fait? Donc, rappelez qu'un fonds de dotation, c'est une structure reconnue d'intérêt général qui est un peu entre la fondation et l'association. Hein. C'est un statut assez souple, plus facile à créer qu'une fondation. On n'a pas besoin d'un budget
Voilà. Donc mais on pourrait être amené à évoluer en tant que statut selon les sommes qu'on serait amené à collecter à l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est un fonds de dotation que l'on est. Et donc, au départ, en 2017, quand on a été créé Énergie Solidaire par l'association des Amis d'Enercop, l'idée, c'était bien de mobiliser les 3 piliers de la transition énergétique et de promouvoir une approche globale de la transition énergétique. Donc, la production d'énergie renouvelable citoyenne, que vous remplissez tout à fait, la sobriété, choisie et non subie, et enfin l'efficacité énergétique des bâtiments. Et donc, Énergie Solidaire venait adresser ce 3e pilier de la transition énergétique qui est celle du scénario négawatt, finalement, que vous connaissez toutes et tous, j'imagine. Donc, en tant que fonds de dotation, nous, qu'est-ce qu'on fait dans cet écosystème de l'énergie? On collecte des dons, différentes formes de dons. Je vous dirai rapidement ce qui existe, mais il y a notamment ce 1% du chiffre d'affaires qui permet d'intégrer dans le modèle économique la lutte contre la précarité énergétique. Et une fois qu'on a collecté ces dons, on les reverse à des associations locales qui agissent sur le terrain auprès des ménages en précarité énergétique. On les reverse via des appels à projets majoritairement. Parfois, on a des soutiens directs aussi. Mais notre principale manière de réaffecter ces dons, c'est bien les appels à projets. Pourquoi on ne soutient pas directement les bénéficiaires? Eh bien, ces associations. Parce qu'on a tout un tas d'aides à la rénovation qui existent. Vous connaissez tous MaPrimeRénov', mon accompagnateur Rénov' maintenant. Il y a des aides au niveau régional, des aides au niveau métropolitain. Bon, il y a tout un tas de dispositifs de droit commun de politique publique. Mais le citoyen, il ne s'y retrouve absolument pas dans ce paysage. Il a besoin d'aide souvent aussi pour des ménages qui sont en précarité multiples sur le plan social. Il y a des acteurs tout simplement qui ont une méthodologie d'aller vers, qui savent aborder ces publics en précarité pour les embarquer dans des projets lourds et fastidieux de rénovation. Ils ont besoin d'accompagnement pour analyser les devis des artisans. Ils ont besoin d'accompagnement, bon, voilà, sur tout un tas de volets, que ce soit technique, financier, juridique. Et donc, ces associations sont indispensables finalement pour mener à bien des projets de rénovation qui soient qualitatifs, si je puis dire, performants. Parce qu'aujourd'hui, les aides de l'État, malheureusement, sont fléchées vers des monogestes, des projets qui ne sont pas ou peu performants. Voilà. Donc l'idée, nous, c'est bien de renforcer la capacité d'action de ces associations sur le terrain et de fédérer tous les acteurs de l'énergie, du producteur au consommateur. Donc essayer d'embarquer toute la chaîne de valeur, finalement, dans cette lutte contre la précarité. On vient de l'économie sociale et solidaire, nous aussi. Donc, on a une gouvernance partagée, nous aussi. Alors, on en a une au niveau national, parce que donc, le fonds a une vocation nationale depuis 2017, et on a créé un premier programme décentralisé en Occitanie, en partenariat avec la région, qui fonctionne très bien. Et pour vous dire 2 mots, on a vocation à se territorialiser, à essayer de changer d'échelle et de se décentraliser, puisque c'est aujourd'hui un modèle qui nous correspond plus et on voit qu'il y a un engouement autour de ces programmes locaux. Donc peut-être qu'on serait aussi à terme amené à avoir un programme en Île-de-France. En tout cas, on serait ravis d'agir en ce sens. Et donc, on a une gouvernance partagée au niveau national, une gouvernance partagée au niveau de notre programme territorial. Mais l'idée, c'est bien de se dire qu'on a l'équipe opérationnelle qui travaille de concert avec notre conseil d'administration et de concert avec un comité d'engagement pour construire les appels à projets, sélectionner la bonne thématique, les bons critères et, in fine, sélectionner les associations et les projets les plus qualitatifs. Dans ce comité d'engagement, on a un collège d'experts, évidemment, dans laquelle on a évidemment la Fondation Abbé Pierre, la Fédération Solia, Dorémy, qui sont spécialisés dans la rénovation performante. En Occitanie, on a aussi Secours Populaire, l'ADEME Occitanie. Bon, voilà, on a tout un tas d'acteurs qui sont reconnus sur ces sujets-là. Et puis, on a un autre collège au niveau national, donc des micro-donateurs, j'y reviendrai, qui sont tirés au sort. Donc, on tient à ce que nos micro-donateurs soient représentés et ce que les citoyens puissent monter aussi en compétence sur ce sujet de la lutte contre la précarité énergétique. Et en Occitanie, comme nous avons des mécènes, ce sont nos mécènes qui sont... c'est un collège mécène et pas micro-donateur. Voilà pour vous dire 2 mots sur la gouvernance, 2 mots sur les projets également. Donc, vous voyez qu'on est parti en 2019 avec des enveloppes très
très modique, si je puis dire. Et aujourd'hui, on est sur quelque chose, enfin, un changement d'échelle qui commence à se remarquer, puisque en 2 ans, on a fait x5 en termes de budget reversé à nos associations. Bon, en 2019, on avait une personne salariée. Aujourd'hui, on est 4 TP. Donc, on voit aussi ce qui s'est passé entre-temps. Mais pour vous donner une petite idée concrète des projets qu'on a pu soutenir quand on avait des petites enveloppes, on avait par exemple le GFOSAT, qui est une association montpelliéraine. C'était un projet de remplacement et recyclage de frigos trop énergivores pour les locataires en précarité énergétique de la ville de Montpellier. On a Quercy Énergie, c'était un programme santé-environnement qui consistait à ce que des conseillères en pollution de l'air viennent prélever les moisissures dans les logements pour les analyser en laboratoire et mieux comprendre les conséquences sur la santé d'une situation de précarité énergétique dans le logement. L'Alliance citoyenne grenobloise en 2020, c'était un projet de médiation entre bailleurs et locataires pour tenter d'embarquer les propriétaires pour engager des travaux conséquents. Et puis, donc, avec en 2023, 2 appels à projets qui sont sortis au niveau national et Occitanie pour la première fois, avec des montants records au niveau national et un premier déploiement régional, comme je vous le disais. Et donc là, on a eu des lauréats avec des enveloppes plus conséquentes et des projets assez divers. Je vous en dis 2 mots encore une fois. On a des projets assez classiques, on va dire, qui sont portés par Apremis et Solia Aura, par exemple. Là, ce sont des fonds de secours. Donc, en fait, ce sont les associations qui vont mobiliser des fonds de secours que lorsque les ménages, une fois qu'ils ont mobilisé toutes les aides dont ils ont le droit, ont encore un reste à charge de plusieurs milliers d'euros et que c'est un élément bloquant pour engager les travaux, auquel cas l'association viendra piocher dans ce fonds de secours qu'Énergie Solidaire aura financé et donc qui permettra de débloquer des situations critiques. Ça, c'est des projets assez classiques. Habitage, c'est un projet d'habitat solidaire pour seniors. Donc là, on vient sur un public spécifique que sont les personnes âgées. On a Terre de Liens Languedoc-Roussillon, que vous connaissez peut-être, qui, eux, donc, rénovent des logements pour installer des agriculteurs qui veulent, et là, ce sont des jeunes agriculteurs qui veulent se convertir à l'agriculture biologique. Donc là, on soutient aussi indirectement la transition agroécologique. Le GERES, qui est basé à Marseille, c'est un projet sur le confort d'été et la précarité estivale avec le climat méditerranéen et dans un contexte de dérèglement climatique. Donc là, on a aussi un sujet clé. Et puis, les Compagnons Bâtisseurs Occitanie, qui a décroché la plus grosse enveloppe, c'est un projet à destination des propriétaires bailleurs, modestes, très modestes. Donc, on croit souvent que les propriétaires sont forcément des personnes qui ont les moyens. En fait, on a 10% environ des propriétaires en France qui sont modestes, très modestes, et des propriétaires bailleurs qui se retrouvent dans des difficultés avec une incapacité de rénover. Et donc là, ce projet permet de soutenir aussi des locataires qui ont peu de marge de manœuvre pour engager des travaux. Voilà. En Occitanie, on a eu ces 4 projets-là qui ont été lauréats. Donc là, on est sur, pour vous en dire 2 mots encore une fois, Emmaüs Rodez, je pense que tout le monde ici connaît Emmaüs, mais c'est la rénovation de l'habitat des compagnons d'Emmaüs, qui est une grande bâtisse, c'est un gros projet de rénovation, hein. On est une petite goutte dans les financeurs, mais l'idée, c'est de rénover de manière complète et performante le logement des compagnons, qui a subi un incendie cet été, etc. Donc, on est en plus dans un état d'urgence. On a Habiter en Terre Catalane, qui est une agence immobilière à vocation sociale, qui travaille à la fois avec les bailleurs et les locataires sur l'agglomération de Perpignan. Donc là, c'est pour réduire le DPE d'une 30aine de logements occupés sur l'agglomération de Perpignan. On a Pierre et Terre, qui est basé dans le Gers et qui travaille sur les départements du Gers, de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées, avec des propriétaires modestes notamment sur du bâti ancien. Et eux, ils ont une vraie expertise sur tout ce qui est matériaux biosourcés. Donc, ils accompagnent aussi sur le volet habitat écologique. Et on a le GFOSAT, encore une fois, sur un projet similaire à celui que je vous ai présenté en 2019. Donc voilà, différents départements couverts, différents types de publics qui sont bénéficiaires de nos financements, finalement, dans des régions plus ou moins rurales et urbaines, mais qui toucheront au final une centaine de ménages. Au niveau de la collecte, donc on a différentes formes de collecte, comme je vous le disais.
Mais globalement, on a deux sources de financement majeures. Ça va être les microdons sur facture d'énergie des clients d'Enercop. Donc, Enercop est notre partenaire privilégié depuis le début. Et donc, c'est l'équivalent d'1 ou 2 centimes par kilowattheure consommé. Donc, en gros, ça fait un don pour un foyer moyen d'une 30aine d'euros par an. Après défiscalisation, on a une dizaine d'euros par an. Et nous, donc, notre nombre de micro-donateurs ne cesse d'augmenter depuis 2017, malgré l'augmentation des prix de l'énergie. On est face à un public qui est militant hein, chez les clients d'Enercop, donc qui, malgré les situations de crise, va rester solidaire. Et donc, c'est une source de financement pérenne et croissante pour nous. À côté de ça, on a le mécénat qu'on a vraiment développé depuis qu'on est basé en Occitanie, auprès des acteurs des énergies renouvelables qui sont bien présents en région, et du bâtiment durable qui commence à s'engager également. Et dans le cadre de ce mécénat-là, on essaye de pousser pour le 1% du chiffre d'affaires contre la précarité énergétique, comme l'a mentionné Gilles tout à l'heure. Et puis ensuite, on a le don d'énergie et les actions de transition énergétique et citoyenne, mais comme on manque de temps, je ne développerai pas là-dessus. En tout cas, on a des dispositifs un peu innovants qui sortent du lot. S'il y a des questions, je pourrais y répondre. Au niveau des contributeurs de l'enveloppe, parce que donc, cette année, on lance des appels à projets nationaux tous les 2 ans. C'était une demande des associations d'avoir des montants plus importants et de répondre moins souvent aux appels à projets puisqu'il manque de moyens humains. Par contre, au niveau Occitanie, comme on a un partenariat avec la région sur 3 ans pour l'instant, on lance un appel à projet par an, ce qui fait qu'en 2024, on lance à nouveau un appel à projet en Occitanie qui augmente avec une enveloppe qui augmente de 50%. Donc, on voit bien que c'est en train de fonctionner, ce programme qui était une expérimentation. Et avec des acteurs, 9 mécènes sur 10 qui se sont déjà réengagés. Donc, on est face à un programme qui suscite l'adhésion, qui suscite l'engouement, des entreprises de taille et de statut divers. On a des entreprises à mission, on a des coopératives, on a des grands groupes qui n'ont pas de statut particulièrement engagé. Voilà, on a des PME, on a à peu près toute taille et tout statut au niveau des structures. Donc ça aussi, c'est assez rare pour être souligné. Voilà, donc finalement, être partenaire d'énergie solidaire, c'est contribuer directement à accélérer la rénovation des logements, améliorer très concrètement les conditions de vie des ménages les plus modestes, soutenir le secteur associatif en France, partout en France. Au total, depuis 2017, c'est 27 projets associatifs qui ont été soutenus partout en France métropolitaine, et créer les conditions d'un partage de la valeur plus juste et plus équitable sur les territoires. Et ça, on tend vers ça finalement avec notre objectif de décentralisation pour chercher à générer toujours plus des cercles vertueux au niveau local. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que je ne suis pas allée trop vite, que je ne vous ai pas inondé d'informations. Merci beaucoup, Lucie, de cette présentation qui est à la fois concrète et qui donne des exemples très intéressants de ce que vous avez pu faire, et puis qui montre aussi que en ajoutant 1% de notre chiffre d'affaires, on pourra rejoindre des masses de collecte plus importantes que tu as mentionnées et qui permettent de vraiment faire des choses pertinentes. Place aux questions. Maya. Oui, j'avais une question sur finalement quel est le pourcentage qui va vraiment sur les projets et puis ce qui est dans les frais de fonctionnement finalement de tout ce que vous nous avez décrit. Parce que je suis quand même étonnée qu'il y ait 4 salariés voilà, pour gérer notamment les fonds, quoi. Alors, pour gérer les fonds, déjà, il n'y a que moi, puisque je suis responsable développement et mécénat. Ensuite, on a une personne qui est responsable des appels à projets et du suivi des associations, des projets soutenus, puisque l'idée, c'est bien de suivre ce qu'on finance et d'évaluer ce qu'on finance pour avoir une mesure d'impact qui est de plus en plus demandée aussi par nos mécènes. Et puis ensuite, on a une responsable communication, évidemment, et une déléguée générale qui chapeaute un peu tout. Mais ça, c'est très récent, c'est depuis début 2024. Hein. Sinon, on n'était que 2 ou 3. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans la structure. En tout cas, au niveau du reversement par rapport jusqu'ici, nos mécènes, 100% du don du mécénat est reversé aux associations.
nous, on a un modèle qui, grâce à Enercop et avec des dons, on a eu un don exceptionnel en 2023 de la part d'Enercop qui a permis d'engager deux ETP supplémentaires. C'était un résultat exceptionnel qui ne sera certainement pas reconduit, en tout cas à cette hauteur-là. Mais c'est ça qui a fait qu'on a vraiment eu la possibilité d'engager de nouvelles personnes dans l'équipe salariée. Et puis sinon, c'est vraiment au niveau de notre partenariat principal avec Enercop qu'on peut payer nos frais de fonctionnement aujourd'hui. Et à l'avenir, on est en train vraiment de chercher à développer des partenariats avec des fondations qui partagent nos valeurs. À l'initiative aussi en 2017, dans les fondations qui ont participé au lancement, il y avait la fondation Schneider Electric, la fondation Massif, la fondation AG2R La Mondiale, qui permettaient aussi d'endosser une partie des frais de fonctionnement, qui ont financé ça pendant Énergie Solidaire jusqu'en 2020, je crois. Voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, les mécénats sont redirigés à 100%, en tout cas en Occitanie, sur les projets. Et si on va plus loin que nos objectifs de collecte, on récupère 15% pour les frais de gestion, pour les frais de fonctionnement. Voilà. J'espère que j'ai été claire, parce que pareil, je suis un peu éparpillée là. Merci Merci pour Lucie. cette réponse. Dans le chat, il y avait une question de Dai. Combien représenterait 1% du chiffre d'affaires d'Enercetis en 2023? Et Marine a répondu 770 €. C'est donc notre chiffre d'affaires est de 77 000 € cette année. Et ça fait partie d'ailleurs des discussions qu'on a eues dans le conseil d'administration, conseil de gestion. C'est que, objectivement, ça fait un don quand même très modeste, quoi. Très modeste. Et on s'est dit, commençons par ça. L'idée du 1% qui avait été lancée par Enercop Midi-Pyrénées nous paraissait intéressante, et puis bon, c'est quelque chose qui est facile à communiquer, et dans une perspective de démultiplication, c'est un bon vecteur pour essayer de démultiplier une action comme ça. En même temps, on se dit c'est quand même objectivement pas grand-chose, mais au moins c'est un premier pas qu'on fait cette année. Voilà, on met le doigt dedans. On continuera à réfléchir au sujet, on continuera à partager là-dessus, et puis peut-être que, je ne sais pas, l'année prochaine, à l'Assemblée générale, il y aura une autre proposition, c'est complètement ouvert. Mais c'est vrai que ça mérite discussion. En tout cas, nous, sachez que c'est important pour nous qu'il y ait des coopératives. Pour l'instant, il n'y a que Enercop Midi-Pyrénées qui a lancé ce 1%. Donc là aussi, Enercitif représente pour nous un des pionniers finalement. On discutait ce matin avec Gilles, Patrick et Serge, mais comme il y a les rencontres de l'énergie citoyenne à Marseille l'an prochain, l'idée c'est que, comme Gilles l'a dit aussi, que vous soyez des alliés et que vous portiez avec nous la bonne parole pour essayer de décupler et que tout le mouvement de l'énergie citoyenne, en tout cas le plus possible, s'investisse à nos côtés. Et déjà, si vous participez à ça, au-delà du don et du montant relativement modeste, nous, ce sera beaucoup pour nous. Et puis, un engagement dans la durée, encore une fois, c'est ce qui est le plus important pour des structures d'intérêt général plutôt que des dons one-shot. Donc, voilà. Je vous en suis reconnaissante, en tout cas. Serge a ajouté dans le chat que c'est un don déductible de l'impôt sur la société. C'est vrai que je tout ne à fait l'ai plus exact, dit. à hauteur de 60%. Il ne faut pas s'en cacher. C'est, on va dire, comme pour un particulier, c'est une occasion que l'État permet de rediriger une partie des bénéfices vers le don que vous choisissez. C'est user de cette liberté que d'effectivement réaffecter une partie de nos bénéfices. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le lien éventuellement à transférer à des entreprises qui pourraient vouloir aussi participer à ce 1% de chiffre d'affaires? Le lien du PowerPoint? Non, le lien du site internet Bien qui sûr. informe.
Oui, oui. Vous en On pourra faire un compte-rendu de ce webinaire dans lequel on mettra ça. Et si tu veux le mettre dans le chat tout de suite, Lucie, ça sera fait. C'est bien. Et Est-ce que vous avez d'autres questions? d'autres questions pour Lucie? Ou pour qui vous voulez, d'ailleurs? Bien sûr, Serge. Je te l'enverrai là tout de suite après. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer à poser une autre question? Est-ce qu'il y a une autre région que vous visez là prochainement dans votre Oui, tout à développement? fait. C'est aussi pour ça qu'on est plus dans l'équipe salariée, c'est qu'on essaie de changer d'échelle. Donc ça, c'est aussi quand même du travail. Et donc, on a déjà entamé des échanges avec la région Bretagne qui est intéressée. Il y a pas mal, on travaille aussi en fait des diagnostics d'implantation pour voir quelles sont les bonnes conditions pour s'implanter dans telle et telle région, parce qu'il y a le portage politique évidemment, il y a le fait qu'il y ait une ENERCOP locale qui porte aussi politiquement pour nous faire, pour être ambassadeur, faire la première mise en réseau, la prescription si je puis dire. Il y a les sources de financement disponibles. Est-ce qu'il y a tout un tas, assez d'entreprises sur le territoire qui peuvent s'engager? Bon, il y a tout un tas de conditions qu'on étudie. Et la région Bretagne, pour l'instant, c'est le plus avancé en termes de pistes. Après, on a beaucoup de collectivités d'autres échelons, départements, métropoles qui nous contactent pour des dons d'énergie parce qu'ils développent de l'autoconsommation collective sur un bâtiment public. Donc, il y a pas mal de choses qui se trament avec les collectivités ces derniers temps. Mais l'échelle de la région nous paraît plus pertinente, nous, pour ce type de programme. Et puis sinon, on est aussi enfin, on va être mis en relation là sous peu avec le cabinet de la région PACA, enfin Sud PACA, puisqu'il y a tout un enjeu avec les projets. Vous avez certainement entendu les objectifs du président de la République sur l'éolien en mer. Mais donc, du coup, il y a une vraie manne financière pour ces projets-là qui sont très conséquents. Et donc, pour nous, il y a un enjeu pour l'appel d'offres Méditerranée là, qui se déploiera à la fois côté Occitanie et côté PACA, donc où on a tout un tas de conditions qui font qu'on ne fera pas de partenariat avec toutes les entreprises qui se présentent à l'appel d'offres, pour ne pas en citer, mais parce qu'on a une charte éthique et une charte partenariale qui fait que voilà, on choisit quand même un petit peu nos financeurs. On a encore le luxe de pouvoir faire ça. Mais il y a un enjeu au niveau de ces projets-là qui nous permettrait de décupler vraiment notre impact avec des dons potentiels de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc voilà, on fait aussi en fonction de ça. Et puis après, il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui pourrait être intéressante. Bon, il y a tout un tas de conditions qui sont étudiées aujourd'hui. La piste la plus avancée, c'est la Bretagne. Gilles, je crois que tu as le micro fermé. Ah, Patrick aussi. Est-ce- Oui, Gilles, ton micro est fermé Ah, et donc on ne t'entend pas. Alors, excusez-moi, je disais merci peut-être. Lucie et je voyais que quelques personnes commencent déjà à quitter le webinaire. Oui, Donc, on pourrait peut-être laisser la place à une dernière question s'il y en a une et ensuite clôturer. J'ai juste vu que Serge demandait les Hauts-de-France. C'est une région qui mériterait sérieusement qu'il se passe quelque chose sur le sujet de la précarité énergétique. En tout cas, on a des nouveaux administrateurs d'énergie solidaire qui est Franck Billot, que tu connais peut-être, qui a cofondé le réseau Ecohabitat et qui est basé en Hauts-de-France et
pourrait en tout cas certainement nous ouvrir la porte de son réseau. Donc, et puis si tu as des contacts politiques, on est preneur également. En tout cas, c'est vrai que le territoire mériterait sérieusement qu'on fasse quelque chose là-bas. Oui, surtout que nous aussi, on va avoir des grosses éoliennes en mer, hein. Mais vivons Eh là-haut. ben, allons-y alors. Ok. Et ben écoute, sur cette note enthousiaste, pardon, on va s'arrêter là en vous remerciant tous d'être venus assister à ce webinaire qui était tout à fait riche. Et merci aussi à Marine et Lucie de leur présentation. Merci à vous de l'invitation. Bonne soirée. Merci Avec beaucoup. plaisir. Allez, au revoir. Bonne Au soirée à revoir. tout le monde. Au Merci, au revoir. revoir. À bientôt. Au revoir.